Bonjour, bienvenue chez Nomade Aventure. Je suis Gilles Davievic, le vice-président de la Société Astronomique de France et j'ai aujourd'hui deux invités qui sont des grands voyageurs de l'espace, Jean-Pierre Ignoret et Michel Tonini, deux astronautes français. Alors, bienvenue pour cette table ronde sur le tourisme spatial en 2075. Alors pourquoi 2075 ? Eh bien, Nomade Aventure a été créé en 1975. On fête les 50 ans et on va se projeter sur ce que sera le tourisme spatial en 2075. 1975, c'était l'année d'une incroyable aventure déjà dans l'espace entre les Américains et les Soviétiques à l'époque avec Apollo-Soyouz. Qui se trouve que par la volonté et la passion du directeur général de Nomade Aventure, eh bien depuis 2019, ce tour opérateur propose une petite gamme de voyages sur le thème de l'espace. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé de ces voyages organisés par Nomade Aventure, puisque je sais que vous y avez participé en tant que spécialiste et qu'expert. Pour moi, ça a été une évidence qu'il fallait organiser des choses comme ça, même si c'est difficile, parce qu'on a eu la chance de visiter les différents centres spatiaux. Et étonné aussi de voir que les jeunes Français ou Françaises qui se destinent à des métiers d'ingénieur, ou même d'ailleurs qui se destinent à toute autre chose, portent volontiers des maillots NASA, font la gloire de la NASA, en ignorant peut-être que l'Europe est un centre depuis très longtemps, la France au premier chef, sont un centre d'excellence en matière aérospatiale. Et en plus, on peut établir un lien entre cet enthousiasme qu'ont les Américains pour la NASA. C'est vrai maintenant un peu du côté russe aussi, hein, il y a beaucoup pour avoir été à les Cités des Étoiles pendant un moment, on voyait presque tous les jours des jeunes, très jeunes même, venir visiter le centre d'entraînement des astronautes, la Cité des Étoiles, et on ne pouvait que constater le déficit d'offres en matière d'ouverture au public, en particulier du jeune public, qui était donné par les centres européens. Et donc, Nomade, et en particulier Fabrice, ont répondu vraiment à une nécessité qui demeure aujourd'hui, puisque c'est très difficile d'aller dans des centres comme le CSG en Guyane, qui est le centre d'excellence pour les lancements en Europe. Européen. Michel, toi, tes souvenirs, est-ce que ça participe aussi à inspirer les jeunes futurs chercheurs, ingénieurs, astronautes, pourquoi pas ? Alors moi, ces voyages évoquent trois points importants pour moi. D'abord, je suis retourné dans ces musées. Il y a deux musées à Washington, un à Houston et un à Cap Canaveral. Et j'ai vu que ces musées se sont renouvelés. Ces musées sont encore nouveaux. Il y a toujours des choses à apprendre. C'est-à-dire que même moi qui connais bien ces musées, je me suis régalé à y aller. Deuxièmement, on était toujours avec des groupes de 10-15 personnes qui sont des personnes passionnées. Et parfois, j'apprenais un peu aussi avec eux. Ils apprenaient de moi, ils étaient contents d'être avec moi, mais ils savaient des choses sur le spatial que je ne connaissais pas. Donc, c'était des voyages avec des transferts dans les deux sens. Donc, j'apprenais, ils apprenaient. À la fin de chaque voyage, je faisais un quiz, qui était noté d'ailleurs, et qui décidait s'ils allaient se baigner dans la mare aux crocodiles. Donc, ils ont toujours bien réussi le test, le quiz que je faisais. Et troisième chose, qui est une vision futuriste, au dernier voyage qu'on a fait avec Nomade, on a vu 2 décollages de Falcon 9. Et au lieu de les voir de l'enceinte de Cap Canaveral, on était sur une digue qui est accessible à tous et où il y a la plage. Donc imaginez-vous, vous êtes à Cocoa Beach, il y a la plage, il y a la digue, et les gens sont en train de faire du surf, vous êtes en train de vous baigner. Et pendant que vous baignez, il y a une fusée qui décolle comme ça, à l'heure pile, à 6 h du soir. Le lendemain, une autre à 6 h du soir. Et quand on a vu ces décollages-là, nous, on était complètement excités d'avoir vu ça. Donc le taxi qui nous ramène à l'hôtel, on lui dit « Mais vous avez vu le décollage ?» Oh, bon, vous savez, il y en a 3 par semaine, on ne fait plus attention maintenant. Donc j'ai vu cette vision futuriste de ce que serait l'espace, c'est-à-dire les gens dans la plage, à la plage en train de se baigner, les fusées qui décollent. Ce sont des images qu'on voit dans les films du futur, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, revenons au thème sur le tourisme spatial en 2075 et l'essor qu'il pourrait prendre ou qu'il aura pris. Projetons-nous en 2075. Est-ce que, Jean-Pierre, tu peux nous résumer en fait ce que, selon toi, c'est le tourisme spatial, clairement, aujourd'hui en 2025 ? Et puis ensuite, on parlera effectivement un peu de futurologie, d'anticipation, qu'est-ce qu'il sera en 2075 si il existe toujours.
Oui, vaste question. Aujourd'hui, il faut voir que ce qu'on appelle le tourisme spatial, ça revêt un spectre d'activités complètement différent. On a évoqué précédemment le fait d'organiser des voyages pour permettre à des ingénieurs, des jeunes, d'être en contact avec l'émotion d'un décollage, mais aussi avec les détails sur la technologie spatiale, le moteur fusée, enfin des choses qui, en tout cas, moi, m'excitent beaucoup. Les gens qu'on a accompagnés sur place, ça les excite beaucoup aussi. La curiosité, comment dans un petit moteur de la taille d'une Volkswagen, on peut développer des énergies qui sont du niveau de la production instantanée d'une centrale nucléaire, un élément de centrale nucléaire, par exemple. Donc il y a un certain mystère. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une période de rupture où ce qu'on appelle le tourisme spatial, c'est dans l'acception des voyages organisés où on emmène les gens, c'est pas seulement des spectateurs, c'est devenu des acteurs. Et il y a même certaines compagnies aujourd'hui qui sont en train de développer des stations spatiales entièrement dévouées, des hôtels de l'espace, même ils appellent ça comme ça, entièrement dédiés à l'utilisation pour des touristes, comme on va à Florence pour regarder l'art de la Renaissance, aller dans l'espace pour voir la Terre, et même non pas dans des projets concrets, mais dans les rêves un peu fous, même très fous, d'Elon Musk, par exemple, d'emmener des milliers de personnes sur Mars. Donc là, le spectre est extrêmement large. Bon. Alors après, on peut analyser l'utilité de tout ça. On est quand même à une époque où on demande aux gens de la classe moyenne de réduire leur utilisation du nombre de vols par personne en avion. Hein. Ouais. Et puis d'un autre côté, il y a des gens extrêmement riches, des milliardaires, qui sont aussi chefs d'entreprise, qui dissipent pour leur propre plaisir, un peu irresponsables dans les conditions climatiques que l'on a aujourd'hui, et sur les questions qu'on se pose sur l'avenir de la Terre. Et si on la projette en 2075, c'est quand même, en tout cas, complètement incompatible des préoccupations qu'on a sur l'avenir de la planète. Donc, comment projeter tout ça ? Peut-être il faudrait analyser activité par activité, depuis la simple visite d'un centre spatial pour un décollage jusqu'à l'installation d'hôtels en orbite. Et il est évident que la pérennité de ces activités n'est pas la même suivant sa nature. Il y aura peut-être des stations spatiales en orbite pour touristes, encore qu'il y a un autre problème qui se pose, c'est le coût. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui font du tourisme spatial réel, c'est-à-dire transporter des gens dans l'espace, que ce soit en suborbital ou en orbital, ne produisent pas de bénéfices. Et par exemple, Virgin Galactic dépense chaque trimestre de 50 à 80 millions de plus que ce qu'elle rapporte. Donc on n'est pas sur une trajectoire vertueuse. C'est qu'en ce moment, il y a deux milliardaires qui sont propriétaires de moyens de lancement. Il est évident que leurs fortunes permettent de compenser, au moins partiellement, et en ce moment, les déficits potentiels. Mais ça ne peut pas durer. On parle d'une projection à 100 ans, ça ne peut pas durer 100 ans. Michel, on est en 2075. Selon toi, qu'est-ce que le tourisme spatial ? Alors, il y a deux façons d'aborder cette vision en 2075. C'est soit on prend 50 ans auparavant où nous étions, où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est là qu'on peut envisager les vols de Gagarine, les vols qui ont commencé, qui ont été compliqués. Gagarine a fait un tour de la Terre. Donc timide, risqué, compliqué. Et puis aussi avec beaucoup d'incertitudes. Inconnu. Je me souviens, ouais, c'est ça. Un vol de Russes au départ, qui sont partis pour faire 15 jours, qui sont bien passés. Et puis le vol d'après, ils sont passés pour le vol 6 mois plus tard, ils sont passés pour 18 jours. Là, ils étaient allongés pendant 6 mois, on ne pouvait pas les relever. Donc on a appris par tâtonnement comment faire en sorte que le corps humain puisse survivre à des conditions longues dans l'espace, au niveau de l'ostéoporose, au niveau musculaire, d'où le sport dans l'espace. Donc on est monté tout doucement à 6 mois. On a même fait des vols de 1 an, même de 14 mois. Maintenant, on a travaillé aussi également sur la protection psychologique, le soutien psychologique des astronautes. Donc on fait attention à l'humain sur le plan physique et psychologique. Donc on a fait des progrès énormes. Donc maintenant, c'est quand même plus en sécurité.
pour ceux qui vont dans l'espace. C'est pour ça qu'il peut y avoir des touristes dans l'espace. Mais je rappelle qu'un vol sur Soyouz, comme a payé Denis Tito, c'était environ 20 millions de dollars. Donc, ce n'est pas à portée de tout le monde. Maintenant, c'est vrai que des vols comme Virgin Galactic ou Jeff Bezos, ça avoisine dans les 300 000, 500 000 euros. Eh bien, on peut très bien envisager quelqu'un qui veut vendre sa maison. J'en ai connu qui préfèrent vendre leur maison pour faire un voyage dans l'espace, comme j'en connais qui ont vendu leur maison pour faire le tour du monde en bateau. Et c'est vrai que le tourisme augmente parce qu'il y a plus de moyens qui sont disponibles. Avant, il n'y avait que le Soyouz qui allait vers la station ISS, donc c'était les 6 premiers ou 7 premiers touristes. Après, il y a eu SpaceX, maintenant il y a Jeff Bezos, il y a Virgin Galactic, après il y aura les ballons. Donc on a de plus en plus de moyens et on a une panoplie qui va correspondre aux tarifs que l'on veut mettre. Oui, je crois qu'il faut aussi regarder la clientèle. Hein. En dehors de l'aspect économique, de l'aspect environnemental, il y a l'aspect comment on va évaluer la clientèle et quel est son intérêt, qu'est-ce qui les amène à payer, à candidater pour un vol. Et ça fait une différence par rapport à Gagarine ou par rapport même à nos vocations. Nous, on a consacré notre vie, enfin une grande partie de notre vie à l'espace. Moi, je me suis entraîné 9 ans à la Cité des Étoiles pour faire 2 vols, par exemple. Et on peut même considérer que toute votre formation au préalable, avant votre sélection d'astronaute, il y a une forme de filiation logique. Oui, en tout cas, c'est une passion. Aujourd'hui, ça n'est pas que de la passion, il y a aussi du marketing, c'est-à-dire qu'on s'achète des brevets de héros, entre guillemets. L'astronaute pouvait être considéré comme un héros des temps contemporains. Alors, une fois qu'un certain nombre de ces personnes, de milliardaires, de voyageurs de l'espace, auront accompli, je ne vais pas l'appeler d'exploit, mais ça reste un exploit, en tout cas technologique. Hein. Parce que ça aussi, c'est un autre aspect, c'est que le risque est toujours sous-jacent. Il se trouve que les vols sont devenus de plus en plus sûrs, que même si on regarde toute l'histoire du vol habité, finalement le tribut qui a été payé par les accidents dans le spatial sont bien inférieurs à ce qu'on a connu par rapport au début de l'aéronautique. Néanmoins, ça reste une technologie de pointe, une technologie dangereuse. On a vu, par exemple, un astronaute américain qui va devenir patron de la NASA faire un vol et faire une simili-sortie extravéhiculaire avec un scaphandre qui a été utilisé pour la première fois. Tout ça, c'est dangereux. Et donc, à un moment ou à un autre, il y aura forcément un accident. On a même sur les Ariane qui ont décollé, Ariane 5 qui décollaient régulièrement, à un moment, on a eu un problème d'éclatement de tuyère qui n'avait jamais été prévu ni vu auparavant. Et donc on peut se poser la question aussi, en cas d'un accident comme ça, avec 6, 7, je ne sais pas combien d'astronautes qui perdent la vie, quelles vont être les conséquences sur ce business? Mais ça arrive tous les jours que des gens meurent sur la route, en voiture, en train, en avion, sans altérer ces industries. La grosse différence avec le voyage en train, en avion, c'est que quand on voyage en avion, on a une destination. À la destination, on a quelque chose à faire, quelque chose à voir. Aujourd'hui, c'est faire le tour de la Terre. Bon, une fois qu'on a vu la Terre, on peut y passer même 8 jours peut-être pour mieux s'imprégner. Mais si on y passe 6 mois dans un hôtel, ça ne change rien. Il n'y a rien à destination. Bon, il y a l'étonnement, la suffocation. Ça n'a pas de rapport avec un voyage à Florence avec un thème artistique ou d'aller dans la jungle. Je connais quand même pas mal d'astronautes professionnels, pour le coup, qui seraient d'accord pour repartir, alors qu'ils sont restés quand même plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois en orbite. Sauf que là, on parle de gens qui sont extrêmement riches, qui ont des business et qui ne peuvent pas s'éloigner. Le succès aujourd'hui de SpaceX, du tourisme spatial de SpaceX, c'est que tout est sur place. Ça ne prend pratiquement pas d'entraînement, très peu de jours. La capsule est confortable. Il y a peu de contraintes. Elle est complètement automatique. On a des scaphandres internes qui sont relativement confortables. Donc ça peut attirer les gens pendant un certain temps. Mais est-ce que ça peut durer? Sans doute. Parlons un peu finance. Est-ce que en 2075, nous sommes en 2075, il y a eu des hommes très riches, Musk, Bezos et bien d'autres, qui ont investi une partie de leur fortune personnelle, voire toute leur fortune personnelle, peut-être 100 milliards ou 200 milliards. Très peu, en fait. Finalement, très peu. Pas Bezos, mais Elon Musk a très peu investi. Il a capté les financements. Il a profité du fait qu'Obama a signé un décret qui interdisait à la NASA de développer des nouveaux lanceurs, de participer au développement, et leur a imposé d'acheter des services de lancement.
Donc très rapidement, il a pu capter les budgets CCTV, hein, ce qui permettait de remplacer la navette pour aller... Il y avait urgence politique à trouver un remplacement à la navette. Ce n'est pas le cas de Jeff Bezos. Son projet étant quand même beaucoup moins vaste que celui de Musk. Hein. Il comprend un porteur et une capsule, alors que... C'est plus restreint. En ce qui concerne SpaceX, c'est quand même toute une famille de lanceurs. Alors en 2075, est-ce qu'on peut imaginer des séjours en orbite terrestre de longue durée, dans des hôtels, ou en orbite, carrément en orbite lunaire, sur orbite lunaire, ou voire avec des EVA à la surface de la Lune? Est-ce que ça relève encore de la science-fiction en 2075 ? Est-ce qu'il y a un intérêt touristique ? 50 ans de maintenant, on peut voir un petit peu les chaînes de visualisation du futur pour le spatial. Dans 5 ans, c'est le retour sur la Lune, avec le Gateway, retour par les Américains avec le concert international plus les Chinois. Éventuellement, les Indiens vont décoller l'année prochaine, puis station spatiale dans moins de 6 ans, puis aller sur la Lune dans moins de 10 ans. Donc, c'est des vitesses faramineuses. Donc, 2050, on ira sur Mars. Les gouvernements iront sur Mars en 2050, à peu près. Ce qui fait que la Lune... 2075, ça sera peut-être un peu déjà désuet et ça sera peut-être le terrain des touristes. Je pense qu'on aura des touristes sur la Lune, mais quand même la question pour moi, c'est quand même la question de la propulsion. Est-ce que dans 50 ans, on va trouver un système complètement moderne pour envoyer nos engins dans l'espace? Est-ce qu'on ne va pas se trouver un système hybride, par exemple, de partir avec un genre de ballon, puis après se satelliser autour, ou alors une propulsion différente? Ça, je ne sais pas. Tout dépend de ce qu'on fera au niveau de la propulsion. Si on a des propulsions comme aujourd'hui, qui sont polluantes et qui sont extrêmement chères, il y aura quand même moins de tourisme. Maintenant, si on trouve une propulsion tout à fait différente, c'est faisable. Si on trouve la fusée hybride comme on a pour les voitures, ou la fusée électrique comme on a pour les voitures, peut-être que là, on aura un système différent au niveau du tourisme spatial, je pense. Et d'un point de vue de l'éthique, alors, et de la moralité, entre guillemets, de cette activité, parce que on peut critiquer, à juste titre ou pas, les quelques dizaines de touristes spatiaux qui sont déjà partis, soit pour un vol de quelques minutes, soit pour un vol de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines à bord d'une station orbitale. Mais est-ce qu'on ne peut pas, de la même façon, critiquer le tourisme de masse qui pollue? C'est vrai que nous, on va polluer, mais tout pollue. Moi, je regarde ce qui s'est passé pour les touristes qui ont volé dans la station Mir en Soyouz, le premier étant Denis Tito. Il y en a eu 7 ou 8. On leur a confié à l'Agence spatiale européenne, on leur a confié quelques expériences à faire. Ils les ont bien faites. On peut dire qu'aucun n'a fait d'erreur par rapport à ces vols-là. Ils se sont bien comportés. Donc, c'est des gens riches, courageux, qui ont pris des risques et qui ont fait vraiment un travail sans faute à leur niveau. Alors, ce n'est pas vraiment du tourisme, c'est du passager payant. Et c'est vrai que nous, on peut râler parce que nous, on fait des entraînements qui durent des années. Eux, ils font un entraînement succinct qui dure 6 mois. Ils font un petit vol dans l'espace. Et puis, ça prouve un petit peu que ces vols-là sont quand même fiables. On a fait les calculs sur le nombre de touristes. Les touristes dans l'espace vont dépasser le nombre de vrais astronautes professionnels. C'est obligé. Moi, je pense qu'en termes mathématiques, l'extrapolation, surtout on extrapole une petite durée pour la projeter sur une très longue durée, c'est forcément faux. Donc, il faut extrêmement être méfiant si on prend ce qui se passe en ce moment où il y a une expansion effectivement de l'activité des touristes et de dire que chaque année ça augmente de temps, donc au bout du compte on aura des milliers de personnes en orbite. Je ne pense pas que c'est très réaliste comme raisonnement. Il faut regarder les butées à tout ça. On a vu tout à l'heure les coûts, hein, les coûts sont importants. On a vu aussi les risques. On voit par exemple aujourd'hui que le nombre d'utilisations de la capsule de SpaceX est limité. Il est limité à 5 par la NASA. On voit que Richard Branson, son avion spatial, il commence à avoir des criques et ils ont beaucoup de maintenance à faire entre chaque vol, ce qui sépare la durée entre 2 vols et donc diminue le rendement du système, augmente les coûts généraux. Bon, je crois qu'il faut réaliser qu'il n'y a pas non plus une quantité infinie de milliardaires sur Terre. Bon, aujourd'hui, il y a une proportion de milliardaires sur Terre qui a augmenté dans les 10 dernières années de manière considérable. Mais ça, c'est spécifique à cette dizaine d'années. Ce n'est pas un tourisme de masse et pourtant, pour réduire les coûts, il faudrait que ce soit un tourisme de masse. Donc il y a une contradiction à la base. En plus, si tout le monde veut bien aller à Vegas, à Dubaï ou à Florence, il y a
une grande partie de nos contemporains, en 2025 comme en 2075, qui ne veulent pas du tout partir dans l'espace, voir à quoi ressemble la Terre vue d'en haut, ou aller sur la Lune, ou aller sur Mars. Oui, parce qu'il y a un risque. Il faut des milliardaires qui n'ont pas peur des risques et qui ont quand même un peu de temps. Il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, c'est la pollution des orbites. On imagine que si on transforme Cap Canaveral en Roissy-Charles de Gaulle, on va avoir une saturation de l'espace proche assez considérable. Dans une période où tous les budgets du gouvernement sont à vif, sont dans le rouge, hein, les États-Unis en particulier, et donc il y a un moment et où il faut renforcer, faire des dépenses, les dépenses de défense pour réagir à des circonstances aussi exceptionnelles qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a un plafond de verre dans tout ça. Il y a un moment où ça va être limité. Et puis, remarquez aussi une chose, c'est que ces vols de milliardaires, là, les récents, là, celui de Jared Isaacman, par exemple, il a fait une première de sortie. Il n'est pas vraiment sorti, hein, il a sorti le bus. C'était osé quand même. On a eu les premières des 4 femmes qui volaient ensemble. On a eu la première du vol sur l'épaule. C'est ça qui les intéresse, ces milliardaires. Et ils ne s'intéressent pas à aller passer un mois par passion dans l'espace. Ils cherchent à... Ils ont tout. Ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Ils ont un tigre dans le salon. Dans un contexte de dérégulation massif, hein, aujourd'hui, Elon Musk n'a presque plus d'autorisation à demander pour exploiter, en particulier pour le tourisme. Tout est dérégulé. Donc toi, tu attribues aujourd'hui, en 2025, à des caprices, finalement? Alors non, à une période, en partie une période très exceptionnelle qu'on vit, hein, je crois que personne ne dira le contraire, et où il y a une dérégulation totale, et les gens, étant libres, sont dans les excès massifs et profitent peut-être de leur liberté. Mais je ne crois pas que ça puisse durer très longtemps. En particulier, l'espace est quand même... Je te rappelle que le traité de 67 dit que l'espace est un bien universel de l'humanité. Que l'espace est non seulement le patrimoine de l'humanité, mais c'est aussi un bien stratégique. C'est un territoire de souveraineté. Et il y a un moment où les États vont devoir réguler cette cadence, cette accélération sauvage d'utilisation de l'espace. En dehors du vol habité, pensons à Starlink dans l'esprit d'Elon Musk, c'est 40 000 satellites. À peu près 550 km d'altitude, sachant que les stations, elles sont à 500 km. Et qu'on veut déployer, ou qu'on a besoin pour des problèmes de défense, on a besoin en Europe de développer aussi une constellation analogue. Les Chinois pareil, les Russes pareil, les Indiens pareil, chacun veut son autonomie. Et voilà, Bezos quand pareil. Quand on fait la somme, les problèmes budgétaires, les problèmes d'éthique, les problèmes de rendement et l'impossibilité d'augmenter les cadences, le danger, ça fait quand même beaucoup d'obstacles. Il y a peut-être effectivement quelque chose d'assez certain, c'est l'encombrement des orbites. Oui. Michel, comment on traite ça en 2025 et comment on traite ça en 2075 ? D'abord, on a vraiment changé le paradigme d'utilisation d'espace. Par exemple, quand une fusée de Soyouz décolle, le premier étage tombe sur le Kazakhstan. Et d'ailleurs, il est vendu aux Chinois, hein, c'est ce qu'on voit dans le film Baïkonour. Le deuxième étage tombe en mer derrière la Chine. Et le troisième étage tourne sur l'orbite à 400 km, entre 51 degrés nord et sud. Et il pouvait tomber n'importe où sur Terre, dont certains morceaux qui auraient été dangereux. Donc, ils l'ont explosé. Pendant des années, on a explosé le troisième étage. Les Russes, les Chinois, les Européens. Donc maintenant, il y a une régulation. Les troisième étages ne sont plus explosés. Ils ont un petit moteur d'orbitation et ils vont rentrer sur le point Nemo, sur l'océan, en brûlant et en consommant le maximum de débris par la combustion à 2000 degrés. Donc ça, maintenant, c'est réglé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle tous les satellites de Starlink. Et c'est vrai que beaucoup ont des problèmes. La constellation de Starlink aujourd'hui fait 200 manœuvres d'évitement par jour. Donc on rappelle quand même qu'aujourd'hui, en 2025, il y a plus de 6000 Starlink sur orbite. Plus les autres. Plus tous les autres, mais plus de 6000 Starlink qui sont plus ou moins opérationnels. Hein, ils ne sont pas tous opérationnels. Ils subissent le vent solaire, ils subissent plein de choses. Chaque satellite de Starlink peut faire des manœuvres d'évitement, donc il peut monter ou descendre. Il fait 200 manœuvres par jour. Chaque jour, il fait 200 manœuvres sur l'ensemble de ces satellites. Pour éviter qui ? Ces satellites. Non, ou ses propres satellites. Ces satellites, ou des débris, ou bien des débris que nous on annonce avec Algoria, qui est une société française, qui fait de la détection de débris de 2 cm par radar optique. Et quand on a l'information, on la vend. C'est un peu l'écotaxe pour le spatial.
Deuxièmement, quand un satellite est malade, il a les moyens d'avoir son moteur et il doit décider de rentrer sur Terre et de brûler. Alors aujourd'hui, l'activité des lanceurs reste inférieure à la signature carbone de l'ensemble des vols aériens dans l'atmosphère. Et néanmoins, si on se projette sur une croissance telle que les leaders industriels du tourisme spatial aujourd'hui, tels qu'ils le prévoient, en particulier quand on voit cette énorme fusée de SpaceX, oui, on imagine bien qu'on rattraperait, parce que je ne pense pas qu'on le fera, je ne pense pas qu'il soit raisonnable. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable de continuer à avoir une utilisation de l'espace complètement dérégulée comme c'est le cas aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux. Est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'en 2075, ces fusées soient aussi régulières qu'un avion de ligne Là, on en est à 140 par an pour SpaceX. Donc c'est quand même, déjà pour moi, c'est un chiffre énorme de lancement. Et tout dépend encore de la combustion qu'on aura dans 2075. Si dans 50 ans, on a la même combustion qu'aujourd'hui, on va rester au même nombre. On va rester au même nombre. Il faut quand même ajouter les Chinois, les Indiens. Bon, nous, les Européens, on est plutôt timides, là. Oui, mais non, parce que l'histoire de SpaceX est un épiphénomène. Moi, je pense que ça ne va pas durer longtemps. Ça va durer la durée de SpaceX. La durée de vie de Elon Musk. Oui, le jour où il va arrêter, il n'y a pas de numéro 2. SpaceX, en numéro 2, ça sera la NASA. Et donc, quand SpaceX va s'arrêter, la NASA va reprendre. Et ça va travailler tranquillement comme la NASA l'a toujours fait avant. Et ça n'ira pas très bien loin. On aura la même chose que Ariane. Et donc, je ne suis pas très inquiet. Ce sont des trucs en pointe comme ça. D'un côté, moi, je trouve que c'est quand même vraiment bien pour Starlink, même s'il y a des inconvénients, d'avoir Internet partout sur Terre. Alors, est-ce que votre vision des choses sur ces activités spatiales touristiques a évolué ces 10 dernières années? Jusqu'à maintenant, on parle essentiellement du tourisme spatial qui consiste à envoyer des touristes dans l'espace. Mais il y a quand même tout un pan du tourisme spatial, celui à l'origine, qui consiste à emmener des gens à Cap Canaveral, ou à Cap Kennedy maintenant, ou à la Cité des Étoiles. Bon, maintenant, c'est plus trop la période. Mais de mettre les ingénieurs qui sont fanats de l'espace, les jeunes qui l'espace fait rêver, les mettre en contact avec cette technologie et les inciter, ou en tout cas les faire séduire par l'intérêt des développements technologiques, ça reste un tourisme tout à fait vertueux et enthousiasmant. Tout à fait recommandable et qu'on devrait développer. Il y a des formes de tourisme aussi qui consistent à aller voir un petit peu en altitude, l'utilisation de ballons. Encore que le ballon, ça fonctionne à l'hélium, et la quantité d'hélium qui reste dans le monde est quand même limitée. Donc on revient sur les problèmes d'environnement et l'utilisation noble des ressources. Mais donc ces activités-là sont très vertueuses ou relativement vertueuses et peuvent être appelées à se développer. En ce qui concerne le tourisme spatial, c'est-à-dire d'envoyer des gens dans l'espace, moi je l'ai connu très tôt et j'ai tout de suite été opposé à ça. Parce que dans le cadre, quand j'étais chef des astronautes en 2001 à Cologne, chef des astronautes européens, j'ai été confronté dans la gestion des astronautes au fait que les États participants au programme ISS avaient décidé de commercialiser une partie des activités de la station des astronautes européens de la station internationale. Et on s'était dit, c'est un laboratoire de premier plan, c'est un laboratoire de la microgravité, et là, on devrait pouvoir commercialiser cette facilité pour des laboratoires de recherche et des industriels. Et en fait, dans les recherches qui ont été faites sur des contrats qu'on pouvait faire à l'industrie pour l'utilisation de la station, la plupart, 90%, c'était prendre des photos avec des astronautes pour faire des publicités. Et moi, j'en ai souvenir précis dans mon dernier vol en 99 d'avoir vu Sergueï Adeyev se enfiler une espèce de panoplie de dragon pour une publicité japonaise. Et j'ai encore dans les yeux la tête moribonde de ce pauvre Sergueï qui considérait qu'il n'était pas du tout dans la tradition, enfin, il n'était pas du tout dans ce qu'il avait amené dans ce job d'astronaute. Et on voit que les excès, maintenant, ont varié, mais sont développés dans le même sens. C'est-à-dire que
que, encore une fois, ce qui intéresse les milliardaires, c'était de faire des premières et d'inscrire leur nom dans l'histoire. Ce n'est pas forcément la passion pour la technologie et le développement de ces activités. Donc moi, je n'ai pas changé d'avis sur ce genre de tourisme, ni sur l'autre, celui de vertueux, que je trouve d'ailleurs à un niveau insuffisant aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait encourager les agences européennes et nationales à partager plus avec le public et le payeur, le contributeur financier à ces projets, et puis aussi exciter leur enthousiasme pour qu'on reste une des premières nations, ou en tout cas organisations dans le monde au niveau de technologie. On doit remercier Nomad d'avoir permis d'ouvrir les portes du CSG et pour aller voir Ariane. Et je me souviens de ce voyage et de l'enthousiasme des clients que j'ai accompagnés sur ces sites. Pour être les témoins, effectivement, il faut avoir vu, si on est fanat technologie, il faut absolument avoir vu un décollage de fusée un jour dans sa vie. Parce que c'est là qu'on se rend compte du génie humain, en fait, des ingénieurs. Les géniaux, ce n'est pas tellement les astronautes, c'est les ingénieurs qui ont produit ces mécaniques absolument extraordinaires. Michel, l'évolution de ta pensée? Alors l'évolution, je prends dans l'exemple l'évolution du premier vol, Denis Tito. Alors quand Denis Tito vole dans la station spatiale, les Américains disent c'est pas possible parce que ce sont des vols gouvernementaux. On ne mélangera pas l'argent privé et l'argent gouvernemental. Donc Denis Tito décolle en Soyouz de Baïkonour, il va dans l'ISS, il va dans la station du côté russe, et alors à un moment donné, il va pour aller dans le secteur américain, et les Américains disent non, c'est pas possible parce que le gouvernement n'est pas d'accord. Donc ça c'est vraiment un tollé général. Le vol va durer 8 jours, et quand il finit le vol, il dit au revoir aux Russes parce qu'il va reprendre son Soyouz pour rentrer sur Terre. C'est des grosses embrassades avec les Russes, donc ils vont vraiment se faire des hugs et tout. Il va pour serrer la main à l'un des Américains qui était dans le secteur américain. L'Américain lui dit « je n'ai pas le droit de te serrer la main ». Donc c'était vraiment un vol catastrophique sur le plan conception, acceptation des Américains, de la NASA, pour le vol d'un touriste. Après, il y a eu un peu plus tard le vol de Anousheh Ansari, qui était la première femme irano-américaine qui a fait un vol aussi comme touriste, avec le même prix à peu près que Denis Tito. Et quand elle s'est posée un mois plus tard, elle a fait un speech qui était encore à la télévision, où elle parle, et dans le speech, il y a deux personnes, il y a elle et Buzz Aldrin qui revenait de la Lune il y a longtemps. Et quand on voit parler tous les deux, je trouve qu'elle avait une façon de parler, d'expliquer le vol, différente de Buzz Aldrin, mais aussi intéressante. Tous les deux avaient des mots vraiment qui se complétaient. Et j'ai dit, tiens, il y a un aspect que je ne voyais pas, c'est que le touriste va expliquer l'espace, donc va nous faire du bien à nous, spatial, d'une façon différente. Les mots qu'elle utilisait étaient des mots un peu plus poétiques, un peu moins professionnels. Et ça, j'ai dit, ça c'est quand même pas mal, c'est un petit peu de l'oxygène dans nos affaires qui sont toujours des catholiques qui parlent de catholiques. Donc j'ai trouvé ça bien. Et puis après, on voit maintenant l'évolution de la NASA, qui étaient les premiers à refuser un tourisme dans l'espace, qui sont les premiers à faire voler des touristes dans l'ISS pour de l'argent et à faire Axiom, qui est une station qui sera commerciale. Donc ils ont complètement changé. Donc moi, ma vision, c'est ma vision d'observateur du fait que la NASA, qui était archi contre ces vols gouvernementaux parce que c'était de l'argent qui allait dans la poche des Russes et pas dans la poche des Américains, aujourd'hui, comme ça va dans la poche des Américains, ils sont d'accord. Donc ça a tout changé. Donc je ne peux pas dire c'est bien, c'est pas bien. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que quand un touriste vole dans l'espace, comme le vol de Katy Perry, qui a fait beaucoup couler d'encre il y a un mois ou deux, avec ces femmes qui ont été dans le vol de Jeff Bezos, eh bien, c'est un vol qui est payé par des privés. Ça veut dire que comme chaque vol est encore un vol d'essai, eh bien, ces moteurs sont vérifiés, sont testés grâce à de l'argent privé. Ce qui fait que le professionnel qui ira dans la fusée après aura des moteurs. Ils prennent des risques alors. Ils prennent des risques. Sans prendre des risques. Ils ont une tour d'éjection, mais ils prennent quand même un peu des risques. S'il n'y a plus d'État. Mais ils fiabilisent les moteurs avec leurs frais, avec leur argent, et pas avec le mien, pas avec ceux du gouvernement. Ouais. Donc finalement, pour le gouvernement, c'est pas si mal. Oui. Quelque part, même si ça ne représente que 5 ou 10%, eh bien, ces privés vont faire une expérience extraordinaire. Mais sur le plan de la motorisation et du test des fusées, ils vont réussir à tester le système, parce que chaque vol a quand même un petit problème dont on ne parle pas, mais il y a toujours des petits problèmes, des petits couacs. Donc ces couacs sont réglés au fur et à mesure par les touristes, ce qui fait que nous, après, gouvernementaux, quand on va dans l'espace, on a un truc qui est un petit peu réglé, payé par les privés. Donc, c'est quand même pas si mal. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Il nous reste à conclure. Moi, je donne rendez-vous aux clients qui voudraient aller avec Nomad Aventure entre 2025 et 2075. Et à vous aussi, peut-être que nous serons ensemble pour assister au décollage que ce soit des astronautes professionnels ou des astronautes amateurs, des touristes,
pour aller en direction de la Lune, sait-on jamais, ou pourquoi pas, d'ici 2075, vers Mars. Bon, on sera un peu vieux quand même, mais en tout cas, Nomade Aventure existera toujours, évidemment. Moi, je serai là. Toi, tu seras là. Soit sur Terre, soit au-dessus, mais je serai Bon, là. tu seras avec nous. Bon, Soit au-dessus, soit en Michel. dessous. Allez, salut. Merci Gilles.